Aujourd'hui, vous êtes journaliste, toujours journaliste scientifique. Toujours. À CNews, c'est comme ça qu'on dit? À CNews, la chaîne télé? Non. Vous êtes quoi, je n'ai pas changé de ma carrière. Moi, j'étais professeur avant de mathématiques. Vous savez, j'ai eu Laurent Voulzy comme élève. Je ne suis pas très bon en maths d'ailleurs. Il fallait brillamment réussir. J'ai eu Patrice Duhamel. Alors lui, il était le patron de... Après, il était à TF1, service politique. Après, il était patron de France Télévisions. Et comme je l'avais collé un jour, il était en seconde en maths. Il n'était pas très bon en maths. Ça était d'école le jeudi après-midi. Je lui faisais faire des problèmes de maths. Et quand il était patron de France Télévisions, j'ai demandé un rendez-vous pour lui dire écoute, si on faisait un magazine scientifique sur la 2, j'étais sur la 1, je pouvais changer. Il s'est souvenu que je l'avais collé et il ne m'a jamais reçu. Donc et je suis resté sur la 1. Et il est rancunier, mais ça vous a pas empêché d'avancer. Pour revenir à votre question, je dirais, moi je n'ai pas changé, si vous voulez, dans ma carrière, j'aurais pu faire autre chose, mais je suis resté fidèle à moi-même, c'est-à-dire à cette image que donne Bertrand Piccard. Je l'ai mis en première phrase de mon livre, c'est « Pour changer la société, il faut changer les hommes. Mais pour changer les hommes, il faut leur donner envie. » Je trouve ça merveilleux, tout est dit dans le domaine de la communication. Et moi, mon rôle, ça a été, durant toute ma carrière, je fais comme Drucker, maintenant ça fait près de 50 ans, on va faire une fête d'ailleurs ensemble, tous les anciens, ceux qui restent encore, c'est de donner envie au grand public de s'intéresser à la connaissance d'une manière générale, scientifique et technologique. Je ne prétends pas leur apprendre quelque chose, là je ne suis plus professeur, mais j'utilise les techniques, évidemment, on y reviendra, mais simplement donner le goût aux gens de dire « Ah, c'est pas mal, c'est pas si compliqué que ça », et leur donner envie après de progresser dans leur connaissance. Alors comment est-ce qu'on réussit à donner envie aux gens de vous écouter, d'accepter cette transmission? Parce que si c'est la clé de la solution. Il n'y a pas de recette miracle. Disons, j'ai utilisé à la fois mes connaissances, puisque j'ai fait un diplôme d'ingénieur et une licence de mathématiques, à la fois mes connaissances, mon expérience, ma curiosité, parce que je dis on ne fait pas ce métier sans être curieux, se poser sans arrêt des questions. Par exemple, j'ai fait dernièrement un sujet à la télévision en disant c'est l'automne pour le 21, et j'ai dit vous intéresser à savoir pourquoi les feuilles tombent. Alors ça, vous n'étiez pas posé la question avant. Vous voyez, vous posez cette question. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Il y a un fabuleux mécanisme qui a mis en route la nature qui est étonnant, c'est-à-dire le mécanisme qui conduit à la chute des feuilles. Je vous expliquerai ça en 1 minute et demie, je vous le ferai en 1 minute et demie. Oui, donc c'est la curiosité. Et 2, il faut captiver pour moi mon rôle. Attendez, je suis différent. Dans ma carrière, je n'ai toujours fait que de l'actualité, le journal télévisé. J'ai fait très peu de magazines de production. Ce sont 2 modes de communication que, heureusement, si le but est le même, la méthode est différente. Vous êtes au journal télévisé, il y a une conférence de rédaction, à 4 heures, je parle de ce qu'il fait à TF1, c'est ce qui se fait maintenant à CNews, mais un degré moins, et vous êtes coincé parmi vos autres confrères, évidemment. Chacun vient vendre sa salade, entre guillemets, en disant, attention, moi, il y a, par exemple, on vient de découvrir des ondes gravitationnelles. Alors vous avez les gars qui sont autour de vous qui... À quoi ça sert? Voilà, c'est ça, c'est la question des confrères, vous connaissez. Mais j'ai dit, attendez, c'est un progrès énorme dans la connaissance, et qui va avoir des répercussions, mais pas tout de suite, mais dans 10, 15, 20, 30 ans. Bon, alors on a le temps. C'est pas super vendeur, oui. Et alors on vous dit, oh tu sais, moi tu m'en fais 1 minute 30. Pour expliquer les ondes gravitationnelles à un public non averti, c'est un tour de force. Et donc, il faut relever le défi, sinon vous ne le faites pas. Et je dis, les gens ont droit à cette information. Et donc, vous imaginez bien de capter leur attention, parce que cette information est prise entre le sport, le tourisme, les faits divers, la politique, c'est ça. Ce n'est pas de dire aux gens, attention, on va faire comme un cours. Vous êtes là pour écouter de A à Z, enfin si vous n'endormez pas.
Non, moi je dis, j'étais coincé, c'est ce que je disais à Claire Chazal, qui n'aimait pas du tout la science, enfin qui était une bonne amie. Et je disais un jour, une anecdote, je travaillais le dimanche, et il y avait un journaliste de Télé 7 jours, qui était à la rédaction de TF1, et qui faisait un reportage sur ceux qui travaillent pour vous le week-end. C'est partie de notre métier. Et il y avait à ce moment-là une sortie dans l'espace d'astronautes, il y avait des images assez étonnantes de la navette spatiale, le gars qui fait des calipettes là-haut. Et chez Claire Chazal, j'avais dit, écoute, il y a des images étonnantes, c'était pour le 20h de TF1 un dimanche, j'ai dit, bien, écoute, on va en faire une bonne minute et demie, tu vas voir les difficultés, ils ont des problèmes avec leurs gants, les doigts, etc. Pour raconter une belle histoire. Oh, on me dit, tu me fais le plus court possible, avec du jeu. Et puis je dis aux confrères de Télé 7 jours qui étaient là, et je dis, tu vois, visiblement la science, elles sont fous, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'était la danse. Il y avait toujours dans la télévision un reportage sur la danse, ou l'opéra. Très bien, je respecte. Et je lui disais, tu sais, si mes astronautes avaient une plume dans les fesses, eh bien, je j'ouvrirais le journal télévisé. Et bien sûr, cet imbécile-là, il l'a mis dans mon interview dans Télé 7 jours. Alors vous imaginez la suite, ça s'est soldé par quoi? J'ai fait mon boulot, mais pendant un an, la mère Chazal m'a pas passé un reportage, c'est tout. Et je l'ai passé chez PPDA. Vous voyez à quoi ça tient? Donc il faut toujours trouver, et j'en termine là une astuce, et de dire, bien, je vais capter l'attention des gens. Les techniques que nous on utilise, enfin, nous journalistes, je parle de télévision, je parle que de mon métier, c'est différent dans la presse écrite, bien qu'il faille que les gens le lisent, c'est de capter leur attention. Alors ça passe par le bonhomme, on y reviendra. C'était j'avais dit à Claude Allais, qui était un ami, quand il était ministre de l'Éducation nationale, et je lui avais dit, tu sais, tu devrais prendre tous tes profs et les envoyer faire un stage de cours de théâtre, au cours Simon ou ailleurs, qui passent par là. Parce que, comme vous le faites, vous êtes sur scène, c'est un métier de communication. Ça passe par vous, par votre voix, par votre attitude, par vos intonations, par votre gestuelle. C'est ce qu'on a très bien compris, vous l'avez vu, nos hommes politiques, ils prennent des cours avec des comédiens. Les Américains nous avaient montré la voie. Je n'ai pas pris de cours de comédie. Mais la connaissance... Mais la technique utilisée est la même. Il y a la gestuelle, les intonations. Bon, ça va, la nature m'a doté d'une belle voix, etc. Je m'use, je n'abuse pas. Et après, le dernier point, j'ai innové à la télévision. Quand j'ai débuté, c'était les années, on ose le dire, 68, vous savez pourquoi? Parce que 68, il y avait une petite révolution à Paris, vous vous souvenez de ça, et j'étais professeur, et les cours se sont arrêtés au mois d'avril. Et comme je commençais à travailler, je faisais des articles scientifiques à Sciences et Avenir, j'ai commencé à collaborer à la télévision parce qu'on cherchait, etc., des collaborateurs, parce qu'il n'y avait plus grand monde, c'était la grève partout. Voilà comment je me suis mis le pied à l'étrier. Et donc, la technique, si vous voulez, utiliser, c'était de dire, pour faire comprendre aux gens, je vais utiliser des maquettes. Parce qu'on n'avait pas la méthode, les dessins animés d'aujourd'hui, etc., les ordinateurs, ça n'existait pas. Le premier microprocesseur, c'est 71, n'oubliez pas. Et chez Intel, 71. Moi, j'ai débuté en 68. Il y avait des grosses machines qu'on appelait les ordinateurs de bureau, les IBM 360-20-30, mais il n'y avait pas la machine de... Donc il fallait faire avec les moyens du bord et manuel. La seule méthode pour faire comprendre aux gens comment, par exemple, deux fusées, ils n'en avaient rien à foutre. Moi, la mère Michu, comme on dit, ils n'en avaient rien à faire de savoir comment la cabine Apollo allait. Non. Vous preniez deux maquettes, j'avais un maquettiste. Avec le maquettiste, eh bien, on avait fait une cabine Apollo, un truc, on leur expliquait que ce module pour s'accoupler, etc. Voilà. Et donc, il y avait à la fois, si vous voulez, une gestuelle théâtrale, puisque c'est un spectacle, avec la caméra, évidemment. Mais ça permettait de comprendre tout de suite et ça évitait un long discours. Et donc, j'ai innové, c'est un peu ma signature, c'était ça. Et puis l'autre signature, ça a été le comment ça marche. Et je l'ai fait avec Laurent Gérard, en fait. En fait, c'est Laurent Gérard qui a souligné ce titre que vous aviez. D'ailleurs, comment ça marche, c'est le titre du livre que vous avez sorti en 2016 sur les aventures spatiales. Ah ben, ils m'ont fait remettre encore ce matin
Laurent Gérard, que vous connaissez, est un ami de très longue date. Ils m'ont fait remettre une petite couche de temps en temps. Il y en a encore une ce matin à RTL. Mais généralement, quand Laurent Gérard, qui prend ma voix, me fait dire quelque chose, c'est pas très technique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est généralement, mesdames, sous la ligne de flottaison. Là où il y a l'arbre et l'hélice. Vous voyez? Voilà. Alors, comment ça marche? Vous m'expliquiez que ça résume bien votre démarche auprès du public. Qui est la question? Attendez, de vous à moi. Essayons toujours de se mettre à la place des gens. Moi, je dis, ma démarche, c'est la suivante quand j'ai à traiter, par exemple, les ondes gravitationnelles. Parce que c'est l'actualité, ou le boson de Higgs, ce sont des trucs vachement complexes, qui me dépassent, même moi, dans mes connaissances. Eh bien, c'est de se dire, ok, quelles sont les connaissances qu'a le grand public, je parle d'une manière générale, sur ce problème du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles. Voilà, Et là, c'est là-dessus que vous allez, sur un squelette, vous allez pouvoir fixer des informations. Sinon, hop, ça passe au-dessus. Et puis l'expression comment ça marche, c'est quelque chose du quotidien. Alors comment ça marche, c'est exactement vous prenez pourquoi les feuilletons, comment ça marche un arbre, une feuille. Bon, ben oui, c'est la question. Et est-ce que vous fonctionnez comme ça dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire que quand vous sortez de votre identité de journaliste, est-ce que vous êtes aussi dans cette logique du comment marche un arbre, de vouloir tout expliquer autour de vous? Ah non, vous allez croire que je me lève le matin en me posant des questions, je suis comme tout le monde. Non. Vous voyez quand vous êtes des journalistes, vous croyez? Ah oui, vous reconnaissez. J'essaye de rester un être normal, avec bien les pieds sur terre, mais avec des préoccupations intellectuelles, peut-être plus que d'autres, sur la curiosité scientifique, mais tout m'intéresse. Qu'est-ce qui fait comme ça que vous avez l'esprit toujours un peu éveillé, qui titille depuis longtemps? C'est quoi l'histoire? L'origine? Mais si, attendez, c'est pas vrai. Tout m'intéresse. Je m'intéresse aussi également à l'histoire, pour remettre les choses en perspective. C'est important. J'étais très bon en philosophie, parce qu'il y avait des cours de philo. Moi, j'ai fait le deuxième bac, et dans le deuxième bac technique. Je suis resté toujours enseignement technique. Je m'intéressais beaucoup à la philo. J'étais très bon en géographie, parce que ça fait partie de notre environnement, et ça a une importance énorme maintenant, avec la géopolitique. Vous voyez, tout est passionnant. On ne peut pas tout faire. Mais bon, vous êtes aussi un enfant de juste l'après-guerre, donc... C'est charmant, on a vu. Elle a dit, attendez, vous avez vu comment elle est, les journalistes, vous savez, il est de l'après-guerre, enfin, juste à la guerre, voilà, carrément. Voilà. Moi, j'ai pas dit laquelle. Voilà, j'ai pas dit laquelle. J'ai pas dit laquelle. Faut que je vous taquine, ma chère, tout de même. C'est la rose arrosée. Où est-ce que je voulais vous emmener? C'est parce que... Elle rame, voilà, oui. Ouais, je nage pas très bien, alors je suis obligée de ramer. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au téléphone, vous m'aviez expliqué que quand on est dans cette période-là, une certaine époque, on est porté aussi par un esprit de renouveau, parce que la reconstruction à laquelle vous avez assisté, c'était quand même fondateur dans notre façon d'aborder le monde. Non, ce qui est vrai, c'est que j'ai, comme tout le monde, comme la plupart des gens dans cette salle, on est très jeunes, vous savez, on était dans une période tout de même fabuleuse après la Deuxième Guerre. C'était les 30 Glorieux, c'était la reconstruction d'un pays qui était anéanti. Vous voyez, toutes les grandes structures, si vous voulez, du pays, le chemin de fer, les villes, les ponts, tout ça, c'était foutu par terre. Il a fallu reconstruire, rebâtir, remettre en route une industrie, parce qu'il fallait produire, il fallait fabriquer. Et donc, ça a été une accélération et un progrès ensuite, issu de la Deuxième Guerre mondiale, il faut le dire, parce que ça a permis de développer des techniques, une accélération dans des nouvelles techniques qui sont apparues. Et donc, moi j'étais môme, mais c'était passionnant. Moi j'avais les yeux émerveillés de voir arriver des bulldozers, on ne savait pas ce que c'était, d'avoir la mécanisation de la machinisme agricole. C'est les Américains qui l'ont amené. Quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils ont fait le débarquement. D'abord, ils ne savaient pas ce que c'était que le bocage, ils se sont fait piéger. Ils n'avaient pas ces structures-là, c'était des grandes plaines. Mais ils ont découvert qu'on avait des chevaux, on labourait avec des chevaux. J'ai connu ça étant môme. Et eux, ils disaient, ben non, on se fatigue pas, on a des tracteurs. Ils ont amené, avec le plan Marshall, les premiers tracteurs en France, les premières moissonneuses-batteuses, les premières, etc. Et bon, moi, j'étais un môme, j'étais émerveillé. Et donc, ça me donnait le goût, la passion de comprendre, d'aller voir comment on refaisait des viaducs. J'en avais un à côté de moi qui a été dynamité
par les résistants pour retarder l'avancée des Allemands, un grand viaduc sur la Marne, poum, par terre, et il fallait reconstruire des arches. C'était pas évident, mais je discutais avec le chef de chantier, oui, voilà, c'était ça. Et donc j'étais une période, et puis j'ai vu arriver les développements de l'électrotechnique, le développement de l'électronique, qu'on appelait l'électronique, et puis le développement de l'informatique, et le développement des connaissances dans l'astronomie, et puis surtout l'espace. Et l'espace. Alors, ça vous énerve qu'on parle de nouvelles technologies quand on parle du numérique aujourd'hui? Alors, je n'aime pas le terme, si vous voulez, de nouvelles technologies. C'est une technique qui se développe, qui est apparue parmi les autres. Pourquoi? Parce que c'était très long. Hein. Attendez, on a une mauvaise connaissance. Moi, je vais essayer. Mon rôle, c'est de vous remettre en perspective. Une frise. Ouais. Le premier microprocesseur était chez Intel en 1971. Ouais. Par un monsieur que j'ai rencontré, j'en ai fait son portrait, on est devenus très amis, il est mort maintenant, Ted Hoff, en Californie. Et Ted Hoff travaillait pour une boîte que connaissait Intel, qui fabriquait des composants électroniques et des circuits, à l'époque, dits intégrés. C'est-à-dire que sur une plaquette, on rapportait des éléments que l'on soudait. Et vous savez, quand vous les retenez, vous voyez, c'est ça, les transistors. J'ai retenu des choses du collège. L'invention du transistor 48. Mais la Sharp, Business Machine, les Sharp, qui faisaient des calculatrices, de l'électronique, de l'audiovisuel, qui a aujourd'hui disparu, vous voyez, mais la société Sharp a commandé à Intel un compo et voulait miniaturiser des balances automatiques pour les commerçants. Vous connaissez toute l'histoire, il me l'a raconté. Et donc ils ont passé commande à Sharp de dire il faut me réduire la taille de machin. Et Ted Hoff, utilisant les procédés de photogravure, que la photogravure a fait sur une plaquette de silicium, qui était grande à l'époque, a rapporté tous les composants par photogravure, et non plus soudés. Donc on était au sein même de la matière, donc les circuits étaient très courts, donc la machine était très rapide, elle prenait beaucoup moins de place, et surtout, c'était une machine qui était capable de tout faire. C'est donc la notion de programme, qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'elle avait les circuits et le langage, bien sûr, pour dire, ben voilà, tu vas, si j'ai des betteraves, ça sera tel prix, si j'ai voilà, c'est pour les machines des caisses enregistreuses. Et donc, Intel a fait ce circuit, Sharp était très content, mais le PDG d'Intel, c'est Ted Hoff qui me l'a raconté, a dit, et on disait, bon, bah, maintenant on va continuer, on va commercialiser ça. Et à l'époque, le PDG d'Intel a dit, ça n'a aucun avenir, ce truc-là, c'est trop petit, ça va être difficile à manipuler et à fabriquer. Et Intel a failli, alors que c'est une énorme boîte, a failli dire, bon, allez, passons à autre chose, laissons tomber, c'est un gadget. Vous voyez comme quoi ça fait basculer une société, hein. Mais après, évidemment, formidable accélération des possibilités qu'offrait le microprocesseur. Voilà, c'est pour vous mettre... Alors quand vous me parlez de nouvelles technologies, moi je vous ramène à 1971, vous n'étiez pas né. Je suis galant, vous remarquerez. Mais c'est vrai, j'étais pas né. Je me rattrape. Hein. Et donc, vous voyez, et en 71, on n'a pas parlé de nouvelles technologies. J'étais déjà à la télévision. Et oui, ma petite dame, j'étais avec Dorothée. Oui, mais je vous ai connu avec Dorothée un peu. Vous m'avez connu avec Dorothée. Ouais. Pour la petite histoire, quand j'ai débuté, il y avait la bande des 4. Et vous allez voir, c'est très lié à la politique d'aujourd'hui. Dans la bande des 4, c'était les visiteurs du mercredi. C'était Casimir. Oui, oui, là, vous étiez en roulant, là aussi, c'est votre pouce, là. Enfin, je vois qui est Casimir. Oui. Et Christophe Isard, le patron, et c'était le jeudi après-midi, il y avait une émission, les visiteurs du mercredi, c'était le mercredi, visiteurs du mercredi. Et il y avait 4 gars qui étaient sur scène, il y avait Dorothée, qui était speakerine à l'époque, et qui commençait la présentation. Voilà. Il y avait Patrick Sabatier, qui animait. Ah oui, je me souviens. Il y avait un certain Chevalet qui commençait à leur raconter des histoires d'espace et de sciences, et un certain Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, qui était à France Inter,
jeune journaliste, reporter, qui parcourait le monde, il commençait encore à parcourir le monde et à raconter ses découvertes, vous voyez. Et la vie fait qu'on se côtoie maintenant. Maintenant, je lui dis, monsieur le ministre, obligé. Puis en privé, je lui dis, dis donc, tu déconnes sur tel sujet, là. Bon, voilà, là, je peux le permettre. Voilà, vous voyez, c'est au moins l'avantage de l'âge. Pourquoi on en est arrivé là? C'était quoi ma question? Alors, dans l'interview que vous avez accordée à Racine, vous avez dit le savoir n'a d'intérêt que s'il est transmis, sinon il meurt. Absolument. Une connaissance, à mon avis, n'a d'intérêt pour soi, pour sa culture personnelle, bien sûr. Je lis des revues, des magazines, je lis les journaux, je m'informe. Mais ces connaissances n'ont d'intérêt que si elles sont transmises. C'est comme ça qu'une société progresse. Regardez le développement des civilisations. Il y a un certain nombre de civilisations qui se sont développées, et puis, boum, elles s'arrêtent. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais ça résulte simplement qu'il y a eu, fallait d'abord le moyen de transmettre l'information, c'est-à-dire l'écriture, important, c'était pas évident, en gros c'est facile. Tiens donc, c'était l'écriture. Ça a été ensuite le moyen de reproduction, je ne parle pas de la photocopieuse, c'est-à-dire qu'à l'avance c'était des scripts, c'est-à-dire vous vous rendez compte, et comme c'était des scripts, le gars, comme ça l'emmerdait, il modifie un truc, ça allait très vite. Donc les textes ont été altérés. C'est très difficile de retrouver le texte original. Et il y a des sociétés et des civilisations qui n'ont pas transmis leur savoir parce que c'était un pouvoir. C'est ce que possédait souvent chez nous, dans la civilisation chrétienne. Ça a été la religion qui bloquait, qui avait ce savoir, et qui le transmettait qu'au coûte, aux notables. Mais regardez les Arabes, quelle très belle civilisation, qui a des vestiges étonnants, et qui, boum, s'est arrêté. Pourquoi? Parce que tout le savoir était dans une fameuse bibliothèque, vous vous souvenez, Alexandrie, qui a été brûlée, et après il y a eu un tremblement de terre violent qui a rasé la ville, et donc tout le savoir de cette civilisation n'a pas été transmis, et s'est arrêté. Ils n'ont plus progressé. C'était le problème de la Chine. La Chine qui était, pour nous, à l'époque, plus en avance que nous, et qui s'est trouvée complètement bloquée par non-transmission du savoir. Pourquoi? Parce qu'il était très difficile, vu le type d'écriture, de pouvoir dupliquer et pouvoir le transmettre. Voilà, vous voyez? Et donc, je dis, nos sociétés n'ont plus progressé, le monde occidental, et maintenant l'ensemble de la planète, que parce qu'il y a eu accumulation du savoir et sa transmission. Et là, c'est le rôle de l'imprimerie, de l'écriture fondamentale, et surtout, les bibliothèques et la lecture, qui était ça. Et maintenant, il y a les moyens qui décuplent cela aujourd'hui, mais rien n'a changé dans les formes. C'est-à-dire, il y a eu le rôle fondamental de l'éducation nationale et qui doit le rester. Il y a eu le développement de la presse et surtout, évidemment, la diffusion de l'information beaucoup plus rapide par les voies hertziennes, c'est-à-dire les ondes radioélectriques. Je prends d'une manière générale pour vous brosser vous là. Parce qu'il y a eu la radio et la télévision, je ne sais pas parce que j'en fais, a été un formidable outil. Je dis, nos enfants, on savait et on savent beaucoup plus à âge égal que nous. Parce qu'il y a la télévision et l'enseignement, je raisonne en tant qu'ancien prof, et c'est le problème du ministre, il a bien soulevé, hein, de ce côté-là, il faut bien reconnaître, espérons que ce ne sera pas des vieux pieux, parce que j'en ai vu passer des ministres de l'Éducation nationale, qu'il y ait justement toujours ces fondamentaux et ce transfert de connaissances. Et voilà. Et non pas de rester sur le fait. Il y a des éléments de base. Voilà. C'est un plaidoyer pour l'éducation nationale. Pour un journaliste, c'est bien. Très bien, mais je pense qu'on va avoir de quoi à se raconter, à se transmettre tout à l'heure. Il faut le transmettre. Ça ne sert à rien. Si vous accumulez des connaissances et vous les laissez sur une étagère, elles ne font pas progresser la société. C'est parce que les connaissances d'aujourd'hui permettent de développer la recherche de demain. Voilà pourquoi on fait de l'archéologie, il est intéressant de savoir ce qu'ont fait les gens avant nous, pour pouvoir, sur cette connaissance, bâtir de nouvelles connaissances. Le progrès scientifique n'a pu se développer que parce qu'il y a eu accumulation de connaissances.